News. L'EDM-SA face à la presse pour informer l'opinion nationale sur l'état d'avancement des travaux, c'était ce vendredi 15 avril 2022. 16 avril 2022, célébration de la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Vous aurez les détails dans un instant. Rome, le chemin de croix revient au Colisée sur fond de guerre en Ukraine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le nommé Ngolo Sidibé, alias Ladji-Fiman, qui s'était évadé ce vendredi 15 avril 2022 à l'hôpital d'odontostomatologie de Bamako en tirant sur un policier et 2 patients, a été finalement appréhendé. L'évadé est un grand bandit multirécidiviste connu dans les annales des différents commissariats de police de la capitale. Au moment de son évasion, ce vendredi matin, le prisonnier était entre les mains des gardes pénitentiaires à l'hôpital de l'odontostomatologie. Avec ses complices, il a organisé son évasion. Il a ainsi profité de la visite médicale pour s'échapper. Lui et ses complices n'ont pas hésité à tirer sur les policiers postés devant l'hôpital. Ladji-Fiman est décrit comme étant un bandit très dangereux et sans domicile fixe. Il avait été interpellé récemment pour une énième fois par le commissariat du 17e arrondissement. Au cours de son interpellation, il n'a pas hésité de tirer sur les enquêteurs des éléments du 17e arrondissement avant d'être touché par balle à la mâchoire et au ventre. Le fuyard Ngolo Sidibé, alias Ladji-Fiman, a été arrêté au poste de police frontière de Kourémalé où il se trouvait à bord d'un Sotrama à destination de la Guinée. Dans le cadre du mois de Ramadan, le mouvement Jamana Kanu a organisé ce vendredi 15 avril 2022 un don de repas communautaire de rupture de jeûne à l'hôpital du Mali, une initiative solidaire à l'endroit des malades et de leurs accompagnateurs. Aruna Saliakoni. Le mois de Ramadan est un mois de solidarité et d'entraide chez les fidèles musulmans. C'est pourquoi le mouvement Jamana Kanu a initié un repas communautaire de rupture de jeûne à l'hôpital du Mali. Aujourd'hui, le mouvement Jamana Kanu est présent à l'hôpital du Mali. Dans le cadre de l'opération Ramadan, nous avons jugé nécessaire d'être avec les malades, les accompagnateurs des malades et les personnels socio-médicaux pour partager un repas communautaire dans un esprit de communion et de partage. Parce que vous savez, le mois de Ramadan est un mois de partage. Cet acte de solidarité du mouvement était un honneur pour les responsables et les usagers de l'hôpital. On prie Dieu pour que ce soit la première, que ça ne soit pas la dernière. Et que nous restons ensemble. Une fois que le peuple est debout, il est capable de tout. Donc l'hôpital du Mali est honoré et ravi parce que vous avez dit que vous avez fait la méthode triangulaire pour nous choisir. Déjà, ça veut dire que nous sommes sur une lancée dans une dynamique qui est salutaire par le peuple, saluée par le peuple et nous souhaitons rester dans la même dynamique pour que l'année prochaine que vous nous amenez encore une fois de plus et plus de plats. On a réellement besoin de la nourriture ici, puisque nous sommes tous venus des villages lointains. On est vraiment touchés par ces gestes. Que Dieu bénisse ce mouvement. Selon le président de ce groupement apolitique, cette œuvre est en phase avec le nom du mouvement, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Aimer sa patrie est un devoir citoyen. Nous, au mouvement, nous aimons ce pays et nous considérons tous ceux qui aiment ce pays comme l'un de nôtres. C'est cet amour qui justifie notre présence ici. Opérateur économique, El Hadj Mohamed Sakou est un natif de la commune du district de Bamako. Avec ses militants et militantes, ils ont mis en place ces mouvements pour venir en aide aux personnes démunies. Comme évoqué dans les titres, ce vendredi 15 avril 2022, après une visite de terrain au central de Sirakoro, le directeur général d'EDM-SA était devant la presse pour rendre compte et donner des informations sur les travaux réalisés et des réalisations à venir au niveau de l'énergie du Mali en vue d'améliorer le service de l'électricité au Mali. Reportage Ibrahima Guindo et Moussa Tembini.
Après une visite de terrain sur les sites du centrale thermique de l'EDM-SA, à Sirakoro, le directeur général de l'EDM-SA a animé une conférence à la Maison de la Presse pour expliquer les problèmes auxquels font face l'énergie du Mali. On a affaire à des machines qui sont très vieilles, qui sont souvent des machines qui ont même atteint l'obsolescence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des machines dans le parc de EDM et pour trouver les pièces de rechange pour la maintenance de ces machines, on ne les trouve pas, ça ne se fabrique plus. C'est que l'énergie du Mali, depuis plus de 3 décennies, n'a pas bénéficié d'investissements structurants, ni dans le domaine de la production, ni dans le domaine des transports, encore moins dans le domaine de la distribution. En plus du manque d'investissement de l'État, l'EDM-SA est une société avec une perte de plus de 200 milliards, déclare le secrétaire général. La conséquence financière fatale pour EDM est quoi? C'est que EDM aujourd'hui est une société avec donc, le résultat cumulé de tous les ans aujourd'hui, à fin 2020, c'est chiffré à plus de 200 milliards de francs CFA. EDM devient donc une société avec une dette fournisseur d'exploitation qui est au-delà des 150 milliards de francs CFA et qui est insoutenable pour la société. EDM se retrouve avec une capacité d'investissement négative. Pour améliorer ses services, le directeur général affirme que l'EDM-SA a mis en place un plan qui vise plusieurs objectifs. Ce plan, sa mise en œuvre fait appel à toutes les sources d'énergie renouvelable que nous avons sur notre territoire. Il s'agit des énergies hydroélectriques, il s'agit de l'énergie solaire. L'objectif primordial de ce plan, c'est de baisser de façon drastique la part de l'énergie thermique dans notre mix énergétique. À l'horizon 2026, il est projeté que cette part soit largement inférieure à 50% du mix énergétique. C'est un plan qui est évalué à 2300 milliards de francs CFA. En 2021, sur les 37 577 contrôles effectués par l'EDM-SA, 2181 cas d'anomalie ont été détectés, dont 12 006 branchements directs, c'est-à-dire des cas de connexion directe sur le réseau sans passer par un compteur. Ainsi, pour lutter contre ces genres d'agissements, l'EDM affirme que des poursuites pénales sont systématiquement engagées contre les fraudeurs, conformément aux dispositions prévues par la loi. 16 avril 1995 à 16 avril 2022, 27 ans que le monde entier célèbre la journée mondiale contre l'esclavage des enfants suite à l'assassinat du jeune pakistanais Iqbal Masih à l'âge de 12 ans pour avoir dénoncé l'esclavage. Les détails avec Adama Sanogo avec la voix de Sankou Diallo. Chaque année, le 16 avril constitue la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Elle a vu le jour en 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait dénoncé les humiliations subies depuis l'âge de 4 ans lorsque son père l'avait vendu pour rembourser une dette. En effet, le 16 avril 1995, près de 50 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, par laquelle les États membres des Nations Unies ont consacré l'interdiction de l'esclavage comme un droit humain non violable. Le jeune Pakistanais Iqbal Masih venait de perdre la vie par le même fléau. Vendu par ses parents à l'âge de 4 ans, Iqbal a été réduit à l'état d'enfant esclave pendant 6 ans. À cet effet, chaque année, le 16 avril, la journée mondiale contre l'esclavage des enfants lui rend hommage. Tout en venant rappeler une triste et terrible réalité, l'esclavage existe toujours et des millions d'enfants en sont victimes, partout dans le monde, même en France. Faut-il le rappeler, le phénomène des enfants travailleurs esclaves exploités ou vendus est commun à de nombreux pays du sud du monde, mais est également présent en Europe, où des milliers de mineurs sont contraints à mendier et à se prostituer. Des millions d'enfants sont encore victimes d'esclavage dans le monde selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme. L'esclavage, malgré qu'il soit abrogé, existe toujours au Mali sous une autre forme. Tout récemment, dans la région de Caille, a existé l'esclavage par ascendance. La condition servile se transmet dans ces cas par la mère. Tout enfant né d'une femme esclave le sera à son tour, quel que soit le statut de son père,
Ainsi, de génération en génération, ces enfants deviennent les serviteurs des descendants du maître. Ils sont leur propriété. L'interdiction de l'esclavage dans le monde serait-il des paroles en l'air? En tout cas, le mal continue toujours de circuler. Il urge pour les gouvernements du monde d'intervenir. À l'instar des fidèles chrétiens du monde entier, ceux du Mali célèbrent ce dimanche 17 avril 2022 la Pâque, une fête de rachat pour la communauté chrétienne. La rédaction de Joliba TV News est allée à la rencontre de Joseph Soriba Kamara, pasteur de l'église évangélique protestante de Torokorobougou. Il nous parle de la symbolique de la fête de la Pâque et de sa coïncidence avec le mois de Ramadan. Il est au micro de Sankou Diallo et Ibrahim Aguindo. La fête de Pâques est une vieille fête. À l'origine, c'était une fête juive pour commémorer la libération du peuple juif de l'esclavage d'Égypte par le moyen de l'agneau appelé agneau pascal, un agneau d'1 an qu'il tuait et le sang était mis sur les portes pour épargner ces familles-là de la mort. Mais plus tard, nous les chrétiens, nous ne célébrons pas Pâques à cause de cette libération du peuple juif de l'esclavage d'Égypte. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, notre Pâques a été immolé, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Il a versé son sang précieux pour nous libérer, ou nous délivrer de la condamnation en enfer. Pour nos frères et sœurs musulmans qui sont en train d'observer leur mois de Ramadan, nous célébrons Pâques. Bientôt, on va célébrer la fin du mois de Ramadan. Donc, je les salue, je les encourage. Et mon appel à la communauté chrétienne, c'est de se rappeler de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que la fête des Pâques, c'est la fête de notre rachat. Nous avons été rachetés de la condamnation en enfer. Et par conséquent, nous devons vivre en racheté, être des modèles partout où nous sommes et surtout se rappeler de ce grand amour de Dieu manifesté envers l'humanité en Jésus-Christ. C'est le moment de lancer cet appel, qu'on se rappelle de ceux qui sont dans le besoin, envie de venir à leur secours. Sur tout autre plan, dans le cadre des préparatifs de la 18e édition de la campagne nationale de la planification familiale, le directeur général de l'Office national de la santé de la reproduction, Dr Ben Moulay, a accordé une interview à notre équipe de reportage. L'objectif est d'inviter les hommes de médias à s'impliquer pleinement dans les différentes phases de cette campagne qui sera officiellement lancée le 12 mai 2022 pour une période de 30 jours. Écoutons les précisions du Dr Ben Moulay au micro d'Amadou Diallo et Eladj Malik Guiteya. Et cette année, nous avons prévu comme thème la planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences. Parce que vous connaissez le contexte dans lequel nous sommes. C'est un contexte important. Donc, il est important qu'on puisse faire un clin d'œil par rapport aux personnes déplacées. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi ce thème qui est un thème qui va vraiment pousser le service jusqu'au dernier kilomètre et dans les camps de déplacés. Cette année, nous prévoyons de recruter 396 000 nouvelles utilisatrices de planification familiale. C'est pour atteindre notre objectif global de 30% de prévalence contraceptive d'ici 2025. Et vous savez que le Mali n'est qu'à 17% de prévalence contraceptive. Donc pour nous, il est important d'intensifier les activités de mobilisation sociale, de communication pour mobiliser la demande des services de planification familiale. Et en même temps, nous prévoyons aussi d'organiser des équipes mobiles pour aller jusqu'au dernier kilomètre. Faire en sorte que les femmes qui n'ont pas le pouvoir de venir vers le service, que le service parte vers ces femmes-là. Donc les jeunes ne sont pas laissés pour compte et nous comptons organiser ce qu'on appelle e-campagne. E-campagne, c'est sur les réseaux sociaux pour que les jeunes puissent, dans leur élément de communication, puissent avoir l'information à temps. Comme vous savez que ces jeunes-là sont moins informés sur les services de santé de la reproduction en général et de la planification familiale en particulier. Donc les réseaux sociaux seront vraiment utilisés pour mobiliser les jeunes
pour que ces jeunes-là aussi partent vers les services de planification familiale et surtout que nous avons un besoin satisfait très élevé de plus de 23% au Mali. L'image du jour nous conduit à la découverte de Ejima Bridge qui se trouve au Japon. Le pont Eshima Ohashi est un pont qui relie Matsu, préfecture de Shimane, et Sakeminato dans la préfecture de Totori au-dessus du lac Nakomi au Japon. Il a été construit de 1997 à 2004 et représente le plus grand pont à cadre rigide du pays, conçu pour laisser passer les bateaux en dessous. Ce pont s'étend sur près de 1,6 km pour 44 mètres de hauteur. Par mesure de sécurité et de commodité, il est rare de voir des ponts construits de la sorte. Grâce au Eshima Ohashi, les véhicules et les bateaux peuvent circuler sans se gêner. Les pentes de chaque côté sont respectivement de 5,1% et de 6,1%. Il a une pente impressionnante, surtout lorsqu'il est photographié de face. Le pont d'Eshima Ohashi fait davantage penser à une montagne russe qu'à une voie de circulation destinée aux voitures. Il s'agit du 3e pont à pied le plus grand du monde et le premier du pays. Depuis sa création en 2004, le pont Eshima Ohashi est devenu une attraction touristique à part entière. Si les Japonais se sont largement habitués à ce pont atypique, on imagine très bien qu'il soit difficile à traverser pour quelqu'un qui a le vertige. Un sentiment vertigineux que beaucoup de personnes veulent visiter dans la ville japonaise. En tout cas, le pont Eshima Ohashi est aujourd'hui l'une des 24 attractions touristiques préférées de la ville japonaise de Sakeminato, et tous ceux qui sont passés par là au moins une fois ont voulu connaître le frisson d'un trajet en voiture sur ce qu'on appelle le pont des montagnes russes. Une destination touristique parfaite donc pour les amateurs des sensations fortes. Suivons la page internationale à présent avec Fanta Diarra. Plus d'une douzaine d'agents de recherche et de sauvetage sud-africains tentent en vain d'apporter un apaisement à une famille de Durban dont les proches ont disparu dans de violentes inondations cette semaine. Les autorités ont qualifié les fortes pluies qui ont frappé la province du KwaZulu-Natal sur la côte de l'Afrique du Sud de l'une des pires catastrophes climatiques de l'histoire du pays. Au moins 341 personnes sont mortes. Il n'y a pas de décompte officiel des personnes disparues. Ils ont cherché sans relâche, retourné la boue pendant des heures en vain. Les 10 membres de la famille de Muleki Olf, disparus dans des inondations qui ont frappé l'Afrique du Sud depuis 5 jours, n'ont pas été retrouvés par les secours. C'est donc la première fois qu'il arrive à notre famille qu'un nombre considérable de personnes meurent en un jour, y compris des bébés, y compris notre tante. C'est juste inimaginable. Quand je suis arrivée, je pensais que c'était un rêve. Peut-être que quelqu'un allait me pincer et me dire que c'était un rêve. Réveille-toi. Mais quand je vois tous les sauveteurs et les chiens qui cherchent les corps, je ne sais plus quoi croire. 2 de mes frères sont passés à la maison et nous ont dit qu'environ 11 personnes étaient mortes ici et que la maison était détruite. Pour moi, c'était comme un rêve parce que je ne pouvais pas croire que la maison était réellement détruite parce que nous pensions que c'était la maison la plus sûre. Un glissement de terrain a tout emporté lundi. Après 5 jours de catastrophe, les espoirs sont minces. Le travail des secouristes ne consiste désormais le plus souvent qu'à retrouver des corps, ont-ils expliqué à la presse. Nous cherchons un homme, un jeune garçon qui a disparu lundi vers minuit. Cela fait 1 semaine maintenant que nous cherchons son corps. Nous ne le trouvons pas. Nous le cherchons toujours. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, ce n'est pas le seul disparu ici. Je ne peux pas y croire. Ma fille, ma sœur, mes petites sœurs, mes neveux lâchent l'homme de 32 ans. Il garde les yeux rivés sur un tas de boue. Il ne reste rien de la maison, en bordure d'une rivière, en KwaDegenzi, un township dans la banlieue de Durban. L'équipe des secours est enfin arrivée jusqu'ici, mais vu la pluie qui revient, elle va être perturbée par la pluie et il n'y aura plus de recherche.
Près de 400 personnes sont mortes dans les intempéries qui ont démarré le week-end dernier, la plupart dans la région de la ville portuaire de Durban, dans le KwaZulu-Natal Est, la pire catastrophe jamais vue dans le pays. Un officier spécialisé l'a prévenu que le sol sablonneux rendait plus difficile pour les chiens de tracer une odeur qu'importe. Mouleki Olf a fouillé la boue de ses propres mains. Seul le corps de la mère de Mouleki a été retrouvé dans la rivière. Selon les secours, vu le sens de l'eau et de la coulée de boue, les corps ont sans doute été emportés dans la crue du cours d'eau. Et la météo n'annonce rien de bon. De nouvelles pluies sont prévues pendant le week-end. Toute nouvelle inondation ou glissement de terrain anéantirait leurs efforts. Les dégâts sont si vastes, dit-il en assurant qu'ils poursuivront coûte que coûte leurs efforts. Je ne sais pas si on peut jamais être prêt à faire face à ce genre de catastrophe, avoue ce secouriste qui a 20 ans de métier. Il faut que nous sachions si quelqu'un est enterré ici. Pour passer à autre chose, accepter, c'est difficile ça, dit Monsieur Luchandou sur le flanc de cette colline dévastée. Elle lutte contre les larmes. Culminant à 75 mètres de haut et 20 étages, il s'agit du plus haut bâtiment en bois du monde, situé à Skellefteå, dans le nord de la Suède. Ce projet, pensé comme un centre municipal et un hôtel, s'appelle le Centre culturel Sara. Il a ouvert ses portes en 2021 et est devenu l'un des emblèmes de structures de grande envergure tout en bois qui se construisent dans la région, grâce à ses ressources forestières colossales et une expertise traditionnelle dans le domaine. Les architectes suédois et les acteurs de la construction veulent devenir des pionniers dans le monde et faire évoluer le secteur vers des méthodes plus responsables. Thérèse Kreisel, responsable de la planification urbaine de Skellefteå. Ce que l'on voit ici, ce sont les piliers avec les poutres, dans leur interaction avec l'acier et le bois. C'est ce qui porte les 20 étages de l'hôtel. Les cages d'ascenseur sont entièrement en bois. Il n'y a pas de plâtre, pas de joints ou d'isolation sur le bois. Les cages d'ascenseur sont entièrement en bois, ce qui est unique pour un bâtiment en bois de 20 étages. Skellefteå est une ville du bois, une communauté du bois et nous voulons le montrer à la Suède, mais aussi au reste du monde. D'une certaine façon, il y a eu beaucoup plus de défis à relever parce que j'étais du bois, mais cela nous a aussi permis d'ouvrir les portes et de réfléchir d'une nouvelle façon. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons conçu les chambres d'hôtel comme des modules préfabriqués que nous avons empilés comme des pièces de Lego sur le site. C'est une idée lancée de nombreuses fois sur les projets différents avec des matériaux différents, mais qui n'avaient jamais été réalisés. Avec ces projets, on s'est d'une certaine manière libéré des conventions et c'est comme ça qu'on a pu les réaliser. Avec ce projet qui a été construit, cela prouve que c'est possible de fabriquer quelque chose. Vous pouvez toujours dire, on a fait cela. Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas construit? Cela prouve que c'est possible de fabriquer quelque chose d'aussi grand et de complexe en bois. Et quand vous avez ça comme référence, dans vos discussions, vous pouvez toujours dire, on a fait cela. Comment pouvez-vous dire que ce n'est pas possible? Le toit est en pin, qui est un bois très commun dans les forêts suédoises. Donc, les 3 bois principaux que l'on a utilisés sont les chênes, l'épicéa et le pin. Le contreplaqué est également en pin. Je m'inscris évidemment dans une tradition de construction en bois, mais je crois aussi que c'est un mouvement moderne. Essayer de construire autant que possible en bois à cause du changement climatique, à vrai dire. Il y a beaucoup d'avantages à l'employer. Ça peut être tech, mais si quelque chose a été manqué au moment de la découpe, il suffit de prendre le couteau et la scie et d'ajuster ça directement sur site. Donc c'est à la fois tech et artisanal. Nous cherchons à réduire les émissions de carbone dans les bâtiments et les structures en bois sont très intéressantes à cet égard car elles offrent la possibilité de capturer le carbone. L'utilisation de bois massif plutôt que l'acier ou de béton permet donc de réduire considérablement l'empreinte carbone d'un bâtiment. Je pense que nous pouvons voir les choses changer au cours des dernières années. Nous assistons à un moment de changement. C'est un peu le point de basculement. Et j'espère que d'autres pays vont suivre le mouvement et nous voyons des exemples même en Angleterre, au Canada et dans d'autres parties du monde.
Je ne dirais pas que nous sommes seuls, mais nous sommes certainement l'un des pays qui a le plus construit. Le pape François préside le chemin de croix au Colisée 2 ans après la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle l'événement s'était déroulé en procession avec seulement quelques personnes sur la place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles ont assisté vendredi soir au chemin de croix présidé par le pape François de Rome pour la première fois depuis 2019, une cérémonie rattrapée par la guerre en Ukraine. Je vis à Rome depuis plus de 30 ans, mais aujourd'hui, il m'a semblé très important de venir, confie à la presse Stefania Cutolo, enseignante italienne de 52 ans, tandis que le chœur pontifical répète les chants. Le message de ce soir, après 2 ans de fermeture due à la pandémie, est doublement important dans ce contexte où reviennent les nationalismes en Europe. Nous devons agir, ajoute-t-elle. Aux environs de 21h devant 10 000 fidèles, le souverain pontife a ouvert ce temps fort de la Semaine Sainte qui fait revivre le calvaire du Christ, de sa condamnation à mort à sa crucifixion, sa mort et sa mise en tombeau selon la tradition chrétienne. Organisé depuis 1964 dans l'amphithéâtre romain somptueusement illuminé, la Via Crucis s'était tenue sur la place Saint-Pierre au Vatican en 2020 et 2021, avec une affluence très réduite en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. On rencontre le monde entier ici, on entend toutes les langues, c'est merveilleux. S'enthousiasme Marie-Agnès Bétoir, 71 ans, arrivée dès 17h avec son mari et ses 2 petits-fils qui saluent l'initiative du pape sur l'Ukraine. Dans la foule, un drapeau jaune et bleu se détache au milieu des bougies. Parmi les familles s'étant vu confier le port du crucifix. À chacune des 14 stations figurent 2 femmes, Russes et Ukrainiennes, amies dans la vie. Mais cette pensée comme un geste de réconciliation face à la guerre qui ravage le pays depuis le 24 février a suscité l'ire des responsables ukrainiens selon lesquels le Vatican renvoie dos à dos agresseurs et agressés. Avant de repartir, le pape qui a fustigé à plusieurs reprises le conflit, sans jamais citer le nom de Vladimir Poutine, a prié pour que les 2 adversaires se serrent la main et goûtent au pardon mutuel. Désarme la main levée du frère contre le frère, a-t-il lancé. Ce samedi 16 avril 2022 a eu lieu la cérémonie du lancement du livre au service de la jeunesse. Le Mali de demain se construit aujourd'hui, dont l'auteur est Moussa Ag Ataher, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Compte rendu avec Kouroutou Moudjila et Bakoro Banyare. Publié chez Michel Lafon, l'ouvrage intitulé Au service de la jeunesse, le Mali de demain s'est construit aujourd'hui est un récit de Moussa Ag Ataher, ministre de la jeunesse et des sports maliens. Selon lui, c'est un ouvrage qui retrace non seulement son histoire, mais aussi un hommage à l'endroit de toutes les personnes dévouées pour la cause du Mali. J'ai voulu partager une histoire, la mienne bien évidemment. Partager aussi une expérience et rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de la jeunesse, du sport et de la construction citoyenne. C'est aussi surtout pour rappeler à la jeunesse que rien de durable ne peut se construire sans l'entente, sans l'union. D'ailleurs, un adage le dit merveilleusement bien. Si le mur ne se fend pas, le lézard ne s'y engouffrerait point. Mettant en avant la paix, la cohésion sociale et l'entente, cette parution est saluée par plus d'un. L'ouvrage est considéré comme une contribution à l'unité nationale. Cet ouvrage est une réelle contribution, comme vous l'avez vous-même mentionné, à l'unité nationale. Et pour ce faire, vous évitez opportunément, et je l'apprécie, et à juste raison, de faire le diagnostic de la jeunesse. En tout cas, la jeunesse dans l'ouvrage est présentée sous un angle purement amélioratif, avantageux. Moussa, le passé qu'il a eu en tant que responsable de la rébellion, aujourd'hui il proclame l'unité du Mali. C'est un avocat de la diversité du Mali, c'est un avocat de l'unité du Mali. Et c'est en cela où je dis que notre pays est béni. Parce que les Maliens, dans leur grande diversité, du nord, du sud, du centre, de partout, veulent simplement que le pays soit stable, il soit uni. Et pour cela, les Maliens doivent se donner la main. Le livre est un hymne
à la réconciliation et à l'unité. Président du Conseil national de la jeunesse voit dans cet ouvrage une interpellation, une boussole pouvant les guider sur le chemin à suivre dans un Mali meilleur. Ce livre personnellement représente une boussole pour moi. Ce livre personnellement représente un mémoire pour moi. Comme il l'a dit à notre avant-dernière rencontre, ce livre, pour en finir, est un préparatif pour de nouvelles responsabilités. Au service de la jeunesse, le Mali de demain s'est construit aujourd'hui est aussi un livre qui met en lumière la vision personnelle de l'auteur concernant le Mali. Je rappelle que cette vision prend ses racines dans mon histoire propre et mon engagement à servir l'intérêt de mon pays à travers des mesures concrètes. Elle porte sur le fait que ni le Mali, ni l'Afrique ne peuvent se développer sans le travail et l'engagement de la jeunesse à relever les défis de l'heure. Elle porte aussi et surtout sur l'impérieuse nécessité de travailler à l'unité fondamentale, tant au niveau national que continental. Au service de la jeunesse, le Mali de demain s'est construit aujourd'hui est un livre qui interpelle principalement la jeunesse. Cette jeunesse est la couche sociétale qui a la force de mettre en œuvre la cohésion sociale, la paix, l'unité nationale et la réconciliation dont on parle. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.